لا تعرفون اليوم من تقاتلون. أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة في أمريكا أو في إسرائيل أو فيها نابشوا قبور وشقوا صدور وقاطعوا رؤوس. Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan, le banni, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et toute louange revient à Dieu, Seigneur des univers. Que la bénédiction et la paix soient sur notre maître et bien-aimé prophète Mohammed et sur sa famille purifiée, comme sur les nobles âmes qui l'ont accompagné, ainsi que sur l'ensemble des prophètes de Dieu et messagers depuis Adam à l'avènement du jugement dernier. Pour ce nouveau numéro d'Axe de la Résistance, nous allons revenir sur quelques événements brûlants de cet été, à commencer par les menaces de guerre qui ont été proférées entre Hezbollah et l'entité sioniste. Donc ça sera probablement le premier volet. Et ensuite, nous allons venir sur le début de guerre civile, en tout cas des affrontements extrêmement violents qu'on a pu voir dans les grandes villes irakiennes la semaine dernière. Et donc, pour en parler avec moi, j'accueille Ziloub. Salam alaikum, bonsoir à toi. Alaykoum salam wa rahmatullah, salam alaikum jami'an. Alors, on a découvert il y a quelques années, dans toute la Méditerranée d'ailleurs, hein, pas qu'au large du Liban, pas mal de champs gaziers, en tout cas des champs énergétiques. Ça avait été entre autres la cause d'un moment de tension entre la Turquie, la Grèce, la Crète, Chypre plutôt, excusez-moi. Et puis Macron d'ailleurs s'en était mêlé, ce qui avait occasionné des tensions entre Erdogan et Macron à une certaine époque. En ce qui concerne l'entité sioniste, on a donc des champs gaziers qui sont à cheval entre la frontière maritime libanaise et la frontière palestinienne, mais bien entendu qui est occupée par l'entité sioniste. Et donc, il y a des négociations qui sont en cours depuis assez longtemps maintenant pour délimiter, on va dire, la ligne reconnue par les deux parties, pour pouvoir simplement savoir où est-ce qu'ils ont le droit d'extraire du pétrole ou du gaz, en l'occurrence ici. Les négociations n'ont pas tellement avancé et nous sommes donc dans un contexte de grosse crise économique au Liban, qui dure maintenant depuis quelques années, 2 ou 3 ans environ. L'entité sioniste, donc, fort et explore depuis très longtemps maintenant en mer Méditerranée. On a beaucoup d'entreprises, notamment russes, italiennes, françaises, qui souhaitent aller forer au Liban et qui sous les pressions internationales, c'est-à-dire sionistes et américaines, pour l'instant n'osent pas tellement mettre en application les débuts de contrat qu'ils ont négociés avec l'État libanais parce qu'ils ont peur des sanctions internationales. Ou, quand on dit internationales, ils ont peur des sanctions occidentales, en fait, c'est-à-dire de l'administration américaine et des États européens à leur encontre. Donc voilà un petit peu le premier état des lieux. Les enjeux, les enjeux, on les a compris, ça tourne autour du gaz, etc. C'est quelque chose qui, à mon avis, est très important puisque avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et avec les robinets de gaz qui sont fermés, je pense que les Occidentaux avaient peut-être besoin de ce gaz-là. Et en fait, je voulais savoir un petit peu dans les détails si un accord ne se trouve pas entre, je dis bien, l'État libanais et l'entité sioniste, comment va réagir la résistance au Liban en fait? Alors, on a eu une interview de Saïd Hassan Nasrallah, qui est donc le leader, le secrétaire général de Hezbollah, qui a eu lieu peut-être au début du mois d'août ou fin juillet, dans laquelle il expliquait plus ou moins ce qui allait être mis en œuvre par le Hezbollah, à savoir que vis-à-vis de ces pressions économiques qui sont donc mises par les États-Unis et par l'entité sioniste pour tout simplement empêcher des entreprises de venir extraire des énergies au large des côtes libanaises. Si Israël, l'entité sioniste et les États-Unis ne mettent pas fin à ces pressions, et ben tout simplement, Hezbollah a menacé de mener des actions militaires. Alors bien entendu, ils n'ont pas été extrêmement précis, mais la plupart des experts, en tout cas des journalistes qui parlent de ces questions militaires, ont clairement annoncé qu'ils pensaient que Hezbollah allait frapper avec des missiles de précision les plateformes gazières sionistes si jamais du coup les Israéliens et les Américains ne levaient pas les pressions contre ces entreprises internationales pour qu'elles travaillent avec le Liban. Et j'aimerais rappeler juste un petit point comme ça, parce que ça me paraît intéressant,
que ce n'est pas Hezbollah qui négocie avec l'entité sioniste, parce que la position, à mon avis, de Hezbollah, même s'ils n'en ont pas beaucoup parlé, c'est que pour eux, ce gaz n'appartient pas à l'entité sioniste. Ce gaz appartient à la Palestine. Et donc, s'ils devaient négocier avec quelqu'un sur la frontière maritime, Hezbollah, il devrait négocier, à mon avis, il n'accepterait de négocier qu'avec le gouvernement, entre guillemets, légitime palestinien. Or, Hezbollah, du coup, refuse de négocier. Eux, ils disent simplement qu'on a un État libanais qui demande ses droits et qui demande à pouvoir profiter, déjà à délimiter sa frontière maritime, et deuxièmement, à pouvoir profiter des ressources énergétiques dont il bénéficie au large de ses côtes. Si des pressions internationales sont mises sur les entreprises pour que l'État libanais ne puisse pas exploiter ses ressources en pleine crise économique, alors nous taperons les plateformes énergétiques israéliennes. Très bien, merci. Et alors, quelle a été la réaction de l'entité sioniste suite à ces menaces du Hezbollah? Tant qu'il s'agit de déclarations, en fait, c'est comme dans n'importe quel État, on trouve de tout. À partir du moment où on a des gens au pouvoir et une opposition, il est normal que de toute façon, il y ait des formes de clivage interne qui font on entend un petit peu tous les sons de cloche. Maintenant, en ce qui concerne les faits, je le rappelle, les gens au pouvoir ont dit que si jamais la branche armée de Hezbollah envoyait des missiles sur des plateformes ou menait tout type d'action militaire, on allait se retrouver face à des représailles donc sionistes, donc une escalade. Et face à ça, Hezbollah a dit qu'ils étaient prêts à la guerre, clairement. C'est-à-dire que de toute façon, eux, ils mettront à exécution leurs menaces s'ils entendent que c'est nécessaire. Et si jamais il y a une réponse de l'entité sioniste, en tout cas militaire, eh bien, il y aura une réponse de Hezbollah, on ira vers une escalade militaire. Donc voilà en gros la guerre des déclarations pour l'instant où ça en est. Après, j'ai eu en tout cas quelques personnes qui me disaient que bon, l'entité sioniste, ils ne voyaient pas trop comment elle pourrait se plier ou quoi. Les extractions de gaz qui devaient commencer en septembre, je note que ce premier délai qu'avait donné l'entité sioniste pour commencer à extraire en septembre, ils viennent de le reporter, sous prétexte qu'il y aurait des pannes techniques et que du coup, ils ne sont pas en mesure pour l'instant de commencer l'extraction de gaz dans le champ gazier qui est à cheval entre le Liban et la Palestine occupée. Donc on parle des eaux territoriales, bien entendu, c'est au large des côtes. Donc on voit bien, à mon avis, que c'est probablement une excuse, ce n'est probablement pas vrai, c'est probablement pour calmer Hezbollah et gagner du temps. Là où par contre ce genre de procédé, à mon avis, une limite, c'est que Hezbollah a bien dit que eux, c'est pas le champ de Karish qui les intéresse. C'est-à-dire que soit les pressions sont levées du côté libanais, auquel cas il n'y aura pas d'escalade militaire, soit si elles ne sont pas levées, pour qu'il n'y ait pas d'escalade militaire, alors il faudra que l'entité sioniste arrête d'extraire à partir de tous ces champs gaziers au large de ses côtes. Autrement dit, la problématique ne se trouve plus sur le champ gazier de Karish. Et bien évidemment, l'entité sioniste ne va pas arrêter l'extraction dans toutes ces plateformes gazières. Donc, on va voir jusqu'à fin septembre. Je note pour l'instant que l'entité sioniste a plutôt fait profil bas en déclarant des pannes dans le nouveau champ là, qu'ils étaient censés mettre en activité au mois de septembre. Et on va voir si, via des intermédiaires américains, etc., là, l'État libanais et du coup l'entité sioniste arrivent à se mettre d'accord sur la délimitation de la ligne frontalière maritime, et aussi qu'ils arrivent à lever les pressions sur les entreprises internationales. Alors moi j'aurais une autre question, c'est dans un scénario positif mais raisonnable, il semblerait donc qu'Israël commence à reculer. Quel serait l'impact d'une victoire, d'une espèce de guerre froide autour du gaz entre Hezbollah et Israël à l'intérieur du Liban et pour la résistance en général, d'un point de vue bien sûr des sympathisants et d'un point de vue même tout simplement financier? Est-ce que ça augmenterait encore les capacités de la résistance au Liban si, par exemple, demain, le Liban sort victorieux grâce aux pressions du Hezbollah de cette espèce de guerre froide autour du gaz? Alors, pour être sûr d'avoir bien compris la question, ce que tu demandes, c'est s'il y avait donc des menaces et qu'on n'en venait pas à des vraies actions militaires et que l'entité sioniste se soumettait, autrement dit qu'on laisse l'État libanais
extraire du gaz au large de ses côtes, quelles seraient les répercussions sur le Liban de manière générale et sur la résistance? C'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est les répercussions dans le Liban, d'un point de vue purement économique, les répercussions au niveau de la sympathie envers le Hezbollah et envers la résistance, et d'un point de vue même économique, au point de vue de la résistance, parce qu'on le voit bien, les Arabes, ils ont de l'argent. Et c'est qu'est-ce qu'ils en font? Et on sait que la résistance, l'argent est bien utilisé, quoi. Et notamment, elle sert à s'armer, quoi. Très bien. Alors, bah, il y a 3 dimensions, hein, dans ce que tu viens enfin, il y en a 2 en 1er lieu et ensuite il y a une troisième qui vient à se rajouter. La première dimension, c'est la dimension économique et la deuxième dimension, c'est la dimension de la sympathie face à la réussite, on va dire, de la résistance libanaise. Sur le plan des bénéfices économiques, il est clair que, bah, du coup, c'est, l'État qui va s'enrichir. Il va y avoir des entreprises privées, donc russes, italiennes, françaises, qui vont venir, extraire du gaz. Elles vont payer l'État libanais pour avoir le droit d'extraire ce gaz ou tout simplement pour prendre du gaz. Et on est en droit d'attendre que ces bénéfices-là servent le peuple libanais dans la redistribution des richesses. Ensuite, du point de vue de la résistance, il y aura, à mon avis, aucun bénéfice économique, puisque de toute façon, ce n'est pas Hezbollah qui gère, entre guillemets, les licences étatiques qu'ils octroient à des entreprises internationales pour venir extraire du gaz, et c'est l'État libanais qui va en bénéficier. Donc, de toute façon, il n'y aura pas d'entrée d'argent, à mon avis, dans les poches de Hezbollah. Ça, c'est un deuxième point. Et sur le plan de la sympathie, évidemment, ça va faire grandir le capital sympathie de Hezbollah auprès des Libanais, puisqu'ils sont face à une crise économique absolument catastrophique depuis 2 ou 3 ans. Et là, ça sera une des mesures phares, et je dirais même faramineuses, pour remonter l'économie libanaise au moment où elle a touché le fond. Donc, bien entendu, ça fera remonter le capital sympathie de Hezbollah. La question ici, où on peut peut-être prolonger un petit peu la problématique, c'est tout simplement de comprendre que cette crise libanaise n'est pas due au hasard. Elle est due à 2 principaux facteurs. Un facteur interne qui est la corruption de ces élites, et un facteur externe qui est les pressions internationales qui sont mises sur l'État libanais et aussi sur les citoyens libanais, non pas sur le Hezbollah. Le Hezbollah, ça fait depuis sa création que de toute façon, il vit sous une forme d'embargo économique, et donc l'économie de Hezbollah se gère avec l'Iran et la Syrie, et totalement isolée, j'ai envie de dire, du reste de l'économie internationale. Donc de toute façon, ça n'a pas marché dès le début, ils ne sont même plus concernés. Mais les récentes sanctions, notamment qui ont été mises sous Trump, qui s'appelaient les sanctions César, donc sur la Syrie et par extension sur le Liban, l'Iran, etc., ces pressions-là ne touchent pas directement la résistance, mais elles touchent l'économie des pays de la résistance. C'est-à-dire qu'en vérité, si on essaye de vulgariser un petit peu, on est en train d'essayer d'affamer les peuples des pays de la résistance, entre autres le Liban, pour essayer tout simplement de faire en sorte que ces populations se retournent contre la résistance en disant: écoutez, là, il y en a marre, on va mourir de faim à cause de votre résistance. Et force est de constater que jusqu'à maintenant, c'est plutôt l'effet inverse que ça a eu, puisque les conditions de vie des Libanais sont devenues de plus en plus difficiles, et le seul acteur en interne qui s'est montré capable de pouvoir offrir des alternatives et d'aider les citoyens libanais dans leur quotidien, ce n'est pas les acteurs économiques qui ont essayé pendant des décennies de rester en lien avec l'Occident, puisque de toute façon, ils se sont retrouvés sous sanctions, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais c'est plutôt les acteurs économiques liés à la résistance à travers des aides iraniennes, à travers des partenariats. On a vu des pétroliers iraniens qui sont arrivés avec des paquebots entiers de fuel, ce qui a permis de soutenir un petit peu l'économie libanaise. Mais du coup, le capital sympathie, pour l'instant, ça n'a pas du tout, celui de Hezbollah en tout cas, ça ne l'a pas du tout amoindri, et on l'a noté dans les dernières élections législatives, hein, puisque Hezbollah est resté à peu près à garder le même nombre de sièges qu'il avait. C'est à peu près le seul parti qui a réussi à faire quelque chose pour le peuple sur ce plan-là.